Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière émission d'Histoire-Géographie, intitulée La vie politique en France de 1945 à 1995. Nous commençons tout de suite avec le gouvernement provisoire qui a duré de 1944 à 1946. En gros, il faut savoir que le chef du gouvernement provisoire c'était De Gaulle et il y a eu plusieurs réalisations. Des réalisations économiques avec la nationalisation de banques, d'assurances, la SNCF, Air France, EDF, GDF, des réalisations sociales avec la sécurité sociale et des réalisations politiques comme en 1944 avec le droit de vote accordé aux femmes. Ensuite, une nouvelle constitution donne naissance à la 4ème République et le général de Gaulle démissionne car il est hostile à cette constitution. L'objectif principal de 1944 à 1946, c'était de reconstruire la France. Le gouvernement provisoire de la République française, GPRF, dirigé par le général de Gaulle, regroupe les divers courants politiques de la résistance, y compris des ministres communistes. Une fois l'ordre rétabli dans le pays, la vie politique se réorganise. En octobre 1945, les Français élisent une assemblée constituante qui donne la majorité aux partis qui ont pris part à la résistance ou qui en sont issus, la SFIO, le Parti communiste, le MRP, Mouvement républicain populaire. Les femmes qui ont le droit de vote depuis avril 1944 participent pour la première fois à des élections nationales. À la Libération, la France est un pays éprouvé par la guerre. De nombreux équipements sont ruinés, comme les logements, les ponts, les routes, les voies ferrées, les usines, et la pénurie et l'inflation rendent très difficile la vie quotidienne des Français. Pour résoudre les problèmes, le gouvernement engage d'importantes réformes. Il nationalise les grandes banques, l'énergie, le gaz, l'électricité, le charbonnage, les transports aériens, création d'Air France, ainsi que des entreprises comme Renault qui ont collaboré avec les Allemands. Un commissariat au plan est chargé de fixer les objectifs de production, mais il s'agit d'un plan incitatif. Il met en place un important programme social, création de la sécurité sociale qui rembourse les dépenses de santé et verse aux retraités des pensions. Création des comités d'entreprise dans les entreprises de plus de 50 salariés. L'Assemblée rédige un premier projet de constitution qui est refusé par référendum. Une nouvelle Assemblée élue en juin 1946 élabore donc un second projet, cette fois adopté en octobre 1946. C'est la naissance de la 4ème République. La Constitution établit un régime parlementaire. Le rôle essentiel est joué par l'Assemblée nationale qui investit le gouvernement et peut le renverser. Le président de la République, élu par le Parlement, a un très faible pouvoir. Le préambule de la Constitution proclame par ailleurs de nouveaux droits pour l'individu comme le droit au travail, à l'instruction, à la santé. De Gaulle souhaite un pouvoir exécutif fort, indépendant de l'Assemblée. Voyant l'orientation que prenait la Constitution, il a démissionné dès le 20 janvier 1946. Vocabulaire important. Une constitution, un texte qui précise l'organisation d'un État. Une assemblée constituante est une assemblée chargée d'élaborer une nouvelle constitution. Le pouvoir exécutif, le pouvoir de faire appliquer les lois. Le pouvoir législatif, le pouvoir de faire et voter les lois. Intéressons-nous maintenant à la 4ème République qui a duré 12 ans, de 1946 à 1958, avec Auriol et Coty. À retenir de cette 4ème République, les caractéristiques essentielles, l'instabilité gouvernementale avec changement de président de conseil de gouvernement incessant, les réalisations, locomotives électriques, Caravelle, avion, naissance de l'industrie aérospatiale française, grand barrage hydroélectrique, création du SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti, 3e semaine de congés payés. Dans le domaine international, naissance de la CEE avec 6 pays, en 1957 c'est le traité de Rome. Alors pourquoi une fin aussi brutale? Ce sont à cause des guerres coloniales. Guerre Indochine, fin 1954, et guerre d'Algérie en 1954. Le 13 mai 1958, une énorme manifestation de pieds noirs à Alger va faire basculer la 4ème République. Ne sachant que faire, certains hommes politiques demandent au général de Gaulle de devenir président du Conseil. Le général de Gaulle accepte à condition de faire une nouvelle constitution. Cette constitution sera approuvée par 79%. Les premiers gouvernements de la 4ème République sont soutenus par les 3 grands partis de l'époque, le PCF, le MRP, la SFIO.
Mais en 1947, le Parti communiste commence à critiquer la politique gouvernementale, politique coloniale, blocage des salaires, alliance avec les États-Unis. Le président du Conseil, le socialiste Ramadier, exclut alors les ministres communistes du gouvernement. Dans les années qui suivent, les gouvernements qui se succèdent doivent faire face à l'opposition du Parti communiste et du Rassemblement du peuple français, RPF, du général de Gaulle. Par ailleurs, les partis du gouvernement, MRP, SFIO, radicaux, sont souvent en désaccord. C'est pourquoi il y a une grande instabilité ministérielle. 18 gouvernements se succèdent de 1947 à 1958. En 1949, en partie grâce à l'aide du plan Marshall, la production retrouve son niveau de 1938, puis le dépasse largement. L'État et les entreprises publiques réalisent des équipements prestigieux. Construction de l'avion Caravelle, du pont de Tancarville, des locomotives électriques les plus rapides du monde. Dans le domaine social, le SMIC est créé en 1950 et la 3e semaine de congés payés votée en 1956. Les gouvernements commencent aussi à construire l'Europe. Sous l'impulsion des Français Robert Schuman et Jean Monnet, la France signe en 1951 avec 6 autres pays européens le traité instituant un marché commun du charbon et de l'acier, la CECA, puis en 1957 le traité de Rome qui fonde la Communauté économique européenne, CEE. À partir de 1950, la vie politique française est dominée par les guerres coloniales. En Indochine, après 8 ans de guerre, l'armée française est défaite à Dien Bien Phu en 1954 et le président du Conseil, Pierre Mendès France, met fin à la guerre par les accords de Genève le 20 juillet 1954. La France quitte l'Indochine. Le Maroc et la Tunisie deviennent indépendants en 1956. En novembre 1954, en Algérie, le Front de Libération Nationale, FLN, lance une insurrection armée pour obtenir l'indépendance. C'est le début de la guerre d'Algérie. Les gouvernements se succèdent sans parvenir à rétablir l'ordre. Le 13 mai 1958, les Français d'Algérie se soulèvent à leur tour parce qu'ils craignent que la métropole négocie avec le FLN. Pour résoudre la crise, le président Coty décide alors de nommer président du Conseil le général de Gaulle. Intéressons-nous à la Ve République, qui dure depuis 1958. Les années de Gaulle ont duré de 1958 à 1969. Alors quelles sont leurs caractéristiques? Une constitution qui donne au président de la République un pouvoir exécutif fort qui s'appuie sur un parti gaulliste fort qui obtient une très large majorité à l'Assemblée nationale. Chaque Premier ministre aura le temps d'entreprendre une politique. En 1962, un référendum approuve l'élection du président de la République au suffrage universel. En 1962, l'Algérie devient indépendante malgré les oppositions de l'OAS, l'armée secrète. Alors, il y a la décolonisation de l'Afrique noire en 1960 et la place de la France dans le monde. La France est alliée avec les États-Unis, mais ne veut pas être au commandement et esclave des États-Unis. Elle prend ses distances. Exemple, avec le retrait de la France de l'OTAN, la reconnaissance de la Chine communiste par la France et la critique de la guerre du Vietnam. Ensuite, une autre caractéristique, c'est avoir une indépendance dans sa défense avec l'arme nucléaire. Et la troisième voie, l'aide du tiers-monde, aide culturelle, technique, financière. Et ensuite, les grands voyages triomphaux de De Gaulle. Le 2 juin 1958, l'Assemblée nationale autorise De Gaulle à préparer la nouvelle constitution. Sa rédaction est le fait d'une équipe de hauts fonctionnaires réunis autour de Michel Debré, un fidèle du général. Largement approuvée par référendum le 28 septembre 1958, elle donne naissance à la Ve République. Elle s'inspire des idées que De Gaulle n'a cessé de proclamer depuis son discours de Bayeux en 1946. Le président de la République, indépendant de l'Assemblée, obtient une large part du pouvoir exécutif. De Gaulle devient président de la République en 1958. Il dispose du soutien de la droite à l'Assemblée, gaulliste, libéraux. En 1962, la Constitution modifiée par référendum renforce encore l'autorité du président en prévoyant qu'il sera désormais élu au suffrage universel. De 1958 à 1962, De Gaulle accorde l'indépendance à l'Afrique noire en 1960 et résout la crise algérienne. À son arrivée au pouvoir, De Gaulle ne semble pas avoir de politique bien définie concernant l'Algérie. Mais en 1959, il affirme le droit des Algériens à l'autodétermination, puis commence à négocier l'indépendance. Il rencontre dès lors une opposition très vive d'une partie des Français d'Algérie et de l'armée. Ainsi, en avril 1961, des généraux tentent un putsch, un coup d'État, à Alger. Puis une organisation secrète, l'OAS, multiplie les attentats en Algérie et en France. Malgré tout, la France reconnaît l'indépendance de l'Algérie par les accords d'Évian en mars 1962 qui sont ensuite ratifiés par référendum. Près d'1 million de Français d'Algérie, les Pieds Noirs et les Harkis rejoignent alors la métropole.
À partir de 1962, la France est en paix. De Gaulle se donne alors comme principale mission de maintenir son rang dans le monde. Il mène une politique d'indépendance nationale. Ainsi, il dote le pays d'une force de dissuasion nucléaire et prend ses distances avec les États-Unis, en quittant l'OTAN en 1966 et en critiquant l'attitude des Américains dans le monde. Craignant une perte de souveraineté de la France, il se montre prudent face à la construction européenne. De Gaulle cherche par ailleurs à hisser le pays au niveau des grandes puissances économiques. Le gouvernement mène une politique budgétaire stricte et crée un nouveau franc stable. La France, au cœur des 30 Glorieuses, est portée par une forte croissance économique. Malgré ses succès, De Gaulle rencontre une opposition croissante à partir de 1965. En 1965, lors des premières élections présidentielles au suffrage universel direct, il n'est élu qu'au second tour avec 54,5% des voix contre le candidat de la gauche François Mitterrand. On parle alors d'usure du pouvoir. 3 ans plus tard, il doit faire face au mouvement de contestation de mai 1968. Mai 1968 symbolise donc la coupure. D'abord une crise étudiante de la Constitution à Paris, puis une crise sociale qui touche les salariés qui se mettent en grève. Pendant 3 semaines, la France est paralysée. Puis une crise politique. Que faire ? Dissolution de l'Assemblée nationale et nouvelles élections législatives. Résultat, une majorité encore plus large pour les gaullistes. Pour les salaires, les accords de Grenelle. Conséquence, augmentation des salaires. En effet, en 1968, une vague de contestation touche les pays développés. Elle concerne surtout la jeunesse qui se sent mal comprise et qui critique la nouvelle société de consommation. En France, 3 crises se superposent. D'abord la crise étudiante, commencée à l'université de Nanterre, la révolte étudiante gagne Paris où des affrontements violents ont lieu entre les étudiants et la police dans le quartier latin. Ensuite, la crise sociale, à partir du 13 mai, les ouvriers et les employés se mettent en grève. Malgré la signature par les syndicats et le patronat des accords de Grenelle, prévoyant une hausse des salaires, le pays reste paralysé par la grève. Puis la crise politique. Le 28 mai, un opposant, François Mitterrand, réclame le départ de Gaulle. Les étudiants se révoltent, puis les travailleurs se mettent en grève. 9 millions de grévistes. À la fin du mois de mai, De Gaulle rétablit l'ordre, mais son autorité a été sévèrement mise en cause durant cette crise. En 1969, à la suite du référendum sur la régionalisation où il a demandé de voter oui et où le non l'emporte, il décide de démissionner. La fin des années de Gaulle est alors marquée par ce référendum en 1969 qui obtient la majorité de non et la démission de Gaulle. Il mourra le 10 novembre 1970 alors qu'il n'était plus président. Georges Pompidou, ancien Premier ministre de Gaulle, est élu président de la République en 1969. Il continue la politique de Gaulle en se montrant toutefois plus favorable à la construction de l'Europe. Il accepte ainsi l'élargissement de la communauté européenne au Royaume-Uni et en mettant l'accent sur le développement industriel. Il laisse aussi son Premier ministre Jacques Chaban-Delmas lancer une politique baptisée Nouvelle Société qui se traduit par exemple par la généralisation du salaire mensuel, mais il change de Premier ministre en 1972. Cependant, l'opposition politique de gauche s'organise et s'unit. En 1969, la SFIO devient le Parti Socialiste, conduit par François Mitterrand. Celui-ci signe avec le Parti communiste de Georges Marchais et les radicaux de gauche de Robert Fabre un programme commun de gouvernement en 1972. Il sera abandonné 6 ans plus tard, mais les partis de gauche garderont des liens étroits. Georges Pompidou est en fait un continuateur de la politique gaullienne, mais c'est un personnage différent. Il était président de 1969 à 1974. Il meurt en 1974 d'un cancer, sans finir son mandat. Et c'est Valéry Giscard d'Estaing qui va lui succéder de 1974 à 1981. Il avait 49 ans, il a été le plus jeune président de la République. Il n'était pas gaulliste et il était très ouvert sur l'Europe. Ses réalisations sont la majorité abaissée à 18 ans alors qu'elle l'était à 21 ans, la légalisation de l'avortement avec l'IVG, interruption volontaire de grossesse, et à partir de 1973, le chômage ne cesse de progresser. C'est donc après la mort de Georges Pompidou en avril 1974 que le candidat de droite non-gaulliste Valéry Giscard d'Estaing est élu président de la République, de justesse contre le socialiste François Mitterrand. Dès le début de son septennat, des réformes concernant la société et les mœurs sont votées. Ainsi, la majorité passe à 18 ans en 1974, l'avortement est légalisé avec la loi Veil de 1975 et le divorce rendu plus facile. En 1974, la crise économique touche la France et elle devient la principale préoccupation du Premier ministre Raymond Barre de 1976 à 1981. Mais malgré sa politique de rigueur, l'inflation reste forte et le chômage continue sa progression, atteignant 2 millions de personnes en 1981. Le mécontentement grandit. Au soir du 10 mai 1981, une France éclate de joie et une France est inquiète. Elle a peur.
La gauche est au pouvoir. Il y a la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est un triomphe pour la gauche. Alors, quelques réalisations des années Mitterrand qui ont duré de 1981 à 1995. Du point de vue économique, c'est la nationalisation avec les banques et les industries. Point de vue social, les 39 heures par semaine au lieu de 40 heures et la 5e semaine de congés payés, la retraite à 60 ans et l'abolition de la peine de mort en octobre 1981. Ensuite, des mesures culturelles avec les radios privées locales. Cette politique coûte cher et les impôts augmentent. Et il y a aussi une autre augmentation, celle du Front National. Donc il y a en même temps le chômage qui persiste et qui augmente et le Front National qui fait une percée. Le Front National fait donc une importante progression. Ce parti est né en 70 et n'obtenait que 1% des voix. Pourquoi est-ce en 1980 qu'il est passé d'un parti marginal à un parti important? Ce parti d'extrême droite attire, car la gauche fait peur, elle est souvent détestée, et car les problèmes sont rejetés sur les immigrés, c'est l'insécurité. Ce sont les thèmes du Front National qui vont attirer des gens qui votaient des partis classiques comme les socialistes. En 1986, ce sont les élections législatives, une majorité de droite à l'Assemblée nationale. C'est donc la cohabitation, la première depuis le début de la Ve République. Il y a donc un président de la République de gauche et un Premier ministre de droite, Chirac. Cette situation posait quelques problèmes. Lorsqu'il y a cohabitation, celui qui gouverne est le Premier ministre et celui qui se met en retrait est le président de la République. Certains prévoyaient une catastrophe due à cette cohabitation et finalement, avec quelques problèmes, elle a fonctionné. En 1988, c'est la réélection de François Mitterrand avec 54% des voix. Alors, quelques réalisations avec le vote du RMI, revenu minimum d'insertion. Cela a été voté par des gens de gauche et de droite. Il y avait beaucoup de personnes démunies, dans les rues et sans ressources. La majorité sont des femmes seules avec des enfants. Ça a été voté dans l'intention d'une aide évidente, mais aussi pour que ce revenu minimum permette de revenir dans le monde du travail, avec les stages, etc. Il faut que l'on donne de l'argent en payant des impôts. On accepte de donner quelque chose pour que des gens ne soient pas à la rue. C'est un problème de solidarité nationale. Une autre solidarité, pour ceux qui n'ont rien, pour qu'ils soient soignés, c'est le geste de solidarité nationale. Ensuite, il y a le traité de Maastricht qui renforce l'Europe des 15, le chômage qui continue de progresser, et François Mitterrand qui est fatigué. On révèle son passé, des journalistes savent qu'il a eu une fille avec une femme. Un journaliste lui a posé la question, il a répondu oui, et alors? Et on n'en entend plus parler, cela ne choque pas les Français, on n'en parle pas. Ce n'est pas comme aux États-Unis. La fin du mandat est marquée par la maladie, les affaires, sa vie privée, il ne se représente pas aux élections de 1995. Et en 1995, c'est l'élection de Jacques Chirac, et M. Mitterrand meurt en janvier 1996. Alors revenons sur les années Mitterrand. Le 10 mai 1981, le candidat socialiste François Mitterrand est élu président de la République et peu après, les socialistes obtiennent la majorité absolue des sièges de députés à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Pierre Mauroy applique rapidement le programme de gauche du président. Nationalisation, réforme sociale, décentralisation, abolition de la peine de mort. Mais en 1983, avec les difficultés économiques, inflation, déficit commercial, il revient à une politique de rigueur. C'est alors que le Front National, un parti d'extrême droite aux thèses xénophobes, commence à progresser dans les élections. La gauche perd les élections législatives de juin 1986 et le gaulliste Jacques Chirac, chef du Rassemblement pour la République, RPR, devient Premier ministre. C'est la première cohabitation entre un président de gauche et un Premier ministre de droite. Chirac entreprend aussitôt de libéraliser l'économie. En 1988, face à Jacques Chirac, François Mitterrand est réélu président avec 54% de voix. Et peu après, la gauche gagne les élections législatives. Les premiers ministres socialistes se succèdent. Michel Rocard, qui crée le RMI, Édith Cresson, première femme à ce poste, puis Pierre Bérégovoy. En fait, Mitterrand n'espère plus changer la société comme en 1981. Il est désormais surtout préoccupé par la construction européenne, avec la signature du traité de Maastricht en 1991. L'échec face au chômage, le chiffre de 3 millions de chômeurs est atteint en 1993, et l'impact désastreux des scandales qui touchent des élus et des proches du président entraîne la victoire massive de la droite aux élections législatives de 1993. C'est la seconde cohabitation entre un président de gauche et un premier ministre de droite, Édouard Balladur. Elle dure de 1993 à 1995, date à laquelle Mitterrand, âgé et malade, achève son second septennat. En 1995, Jacques Chirac remporte les élections présidentielles, mais il est impuissant à résoudre la fracture sociale qu'il avait dénoncée pendant sa campagne et le chômage continue sa progression. Une seule grande réforme aboutit, la suppression du service militaire obligatoire à partir de 2002.
En 1997, le président dissout l'Assemblée et les nouvelles élections législatives donnent la victoire à la gauche. Le socialiste Lionel Jospin devient Premier ministre, c'est la troisième cohabitation. Vocabulaire important. Le président du Conseil, le chef du gouvernement sous la 4ème République. Le SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti, le salaire horaire minimal. Un référendum, un vote des citoyens qui doivent répondre par oui ou par non à une question. L'autodétermination, l'action par laquelle un peuple décide seul et librement de son régime politique. La force de dissuasion nucléaire, un armement nucléaire qui doit empêcher ou dissuader un pays d'attaquer la France. Les Harkis, les Algériens qui ont combattu dans l'armée française contre le FLN. L'OAS, Organisation de l'armée secrète, un mouvement clandestin créé en 1961 qui s'efforce d'empêcher l'indépendance de l'Algérie en commettant des attentats. La politique de rigueur, la politique qui consiste à réduire les dépenses de l'État et à accroître ses recettes pour établir l'équilibre budgétaire et réduire l'inflation. La régionalisation, l'octroi de plus de pouvoir aux régions, créé en 1964. La cohabitation, la présence à la tête de l'État d'un président et d'un Premier ministre de tendances politiques opposées. La décentralisation, le transfert d'une partie de l'autorité du pouvoir central, l'État, vers les pouvoirs locaux, communes, départements, régions. Le RMI, revenu minimum d'insertion, créé en 1988, il s'agit d'un petit revenu versé aux personnes sans ressources. Un septennat, un mandat présidentiel en France qui dure 7 ans. Xénophobe, hostile aux étrangers. Ensuite, à retenir les premiers présidents de la 5ème République. Charles de Gaulle en 1958, Georges Pompidou en 1969, Valéry Giscard d'Estaing en 1974, François Mitterrand en 1981 et Jacques Chirac en 1995. Charles de Gaulle a donc été président de 1958 à 1969. En 1944, le général de Gaulle prend la tête du gouvernement provisoire, mais il démissionne en janvier 1946 par hostilité à la constitution de la 4ème République et fonde un mouvement politique, le Rassemblement pour le peuple français, le RPF, qui réclame une autre constitution, puis il se retire de la vie politique en 1953. Cependant, en mai 1958, il est appelé à la présidence du Conseil par le président Coty, qui estime qu'il est le seul à pouvoir résoudre la crise algérienne. De Gaulle fait préparer une nouvelle constitution et il devient en 1958 le premier président de la 5ème République. Il résout ensuite le problème algérien en accordant finalement l'indépendance à l'Algérie. Sa présidence est par la suite marquée par sa politique étrangère d'indépendance à l'égard des États-Unis. De Gaulle est réélu au suffrage universel en 1965, mais en 1968, il est pris de court par la révolte étudiante et les grèves, et laisse son Premier ministre gérer la crise. Se sentant désavoué à la suite de la victoire du non lors du référendum sur la régionalisation, il démissionne en avril 1969. Georges Pompidou a été président de 1969 à 1974. Né en 1911, fils d'un instituteur, Georges Pompidou commence une carrière de professeur de lettres, puis il devient conseiller du général de Gaulle sous la 4ème République tout en dirigeant la banque Rothschild. Nommé Premier ministre en 1962, c'est lui qui gère la révolte de mai 1968. En 1969, il se présente comme candidat gaulliste aux élections présidentielles, après la démission du général de Gaulle, et il est élu. Il continue alors la politique gaulliste, mais se montre plus favorable que de Gaulle à la construction européenne et attache plus d'importance à l'industrialisation du pays. Son septennat est interrompu par sa mort en 1974. Valéry Giscard d'Estaing a été président de 1974 à 1981. Né en 1926, issu d'une famille de la riche bourgeoisie, Valéry Giscard d'Estaing fait des études supérieures brillantes. Député à 29 ans, homme de droite mais non gaulliste, il est ministre des Finances d'abord sous la présidence de Gaulle, puis sous celle de Pompidou. En 1974, il se présente aux élections présidentielles et l'emporte au second tour de justesse face au candidat socialiste François Mitterrand. Au pouvoir, Giscard d'Estaing s'attache à décrisper la société en faisant appliquer une série de réformes comme la majorité à 18 ans et le droit à l'avortement. Mais c'est sous sa présidence que la France entre dans la crise économique et il ne parvient pas à empêcher la hausse des prix et la montée du chômage. Il est battu aux élections présidentielles de 1981. François Mitterrand a été président de 1981 à 1995. Né en 1916, issu de la bourgeoisie de province, François Mitterrand fait des études d'avocat. Prisonnier de guerre en 1940, il s'évade et travaille dans l'administration de Vichy avant de rentrer dans la résistance.
Sous la 4ème République, il est député et 11 fois ministre. Hostile à De Gaulle, il se présente contre lui aux élections de 1965 et parvient à rassembler 45% des voix. En 1971, il prend la tête du nouveau parti socialiste, se rapproche des autres partis de gauche et en 1981, il remporte les élections présidentielles. C'est le premier président de gauche. On retiendra parmi les mesures prises entre 1981 et 1983 l'abolition de la peine de mort, la décentralisation, la retraite à 60 ans ou la 5e semaine de congés payés. Réélu en 1988, sa seconde présidence est marquée par son combat pour la construction européenne, mais elle est entachée par des scandales qui touchent ses proches et par les révélations sur son passé à Vichy. Durant ces 2 septennats, il aura fait construire la pyramide du Louvre, le ministère de Bercy, la grande bibliothèque. Il meurt peu après la fin de son mandat, en 1996. Et ensuite, ce sera Jacques Chirac, élu en 1995. Né en 1932, Jacques Chirac est conseiller de Georges Pompidou avant d'être élu député gaulliste de Corrèze en 1967. Il occupe ensuite divers postes ministériels avant d'être nommé Premier ministre du président Giscard d'Estaing, fonction qu'il occupe de 1974 à 1976. Président du parti gaulliste, le Rassemblement pour la République, RPR, il devient maire de Paris en 1977. En 1986, après la victoire du RPR aux élections législatives, il est nommé Premier ministre de François Mitterrand. C'est la première cohabitation entre un Premier ministre de droite et un président de gauche. Battu aux élections présidentielles de 1988 par Mitterrand, il est finalement élu en 1995. Mais en 1997, les élections législatives sont remportées par la gauche et il doit dès lors gouverner avec un Premier ministre de gauche, Lionel Jospin. Voilà ce qu'il fallait retenir de la vie politique en France de 1945 à 1995. On se retrouve bientôt pour d'autres émissions. À bientôt.